bienvenue dans le podcast de contournement sur le no-code. Je m'appelle Alexis et dans cet épisode je m'entretiens avec Pierre Lacombe, le fondateur de Celestory. Alors c'est un super outil qui vous permet de faire des jeux vidéo sans coder évidemment, plutôt des jeux du genre narratif, serious game, ou alors pour faire de la formation. Et vous allez voir que Pierre il en connaît un rayon sur le sujet des jeux, et il a même écrit un bouquin là-dessus. Donc dans Celestory, rien n'est laissé au hasard, et pour l'avoir testé c'est vraiment facile à prendre en main. Je vous laisse avec cet épisode qui j'espère vous donnera vous aussi l'envie de devenir créateur de jeux. Bonjour Pierre, merci de prendre le temps de répondre à mes questions pour le podcast de Contournement. Bonjour Alexis. D'autant que je sais que vous êtes en pleine période de lancement, donc j'imagine que tes journées sont assez chargées. Alors, on va parler de Celestory, donc un outil qui permet de créer des jeux vidéo sans coder évidemment, dont tu es le fondateur. Alors c'est plutôt orienté autour des jeux narratifs, des serious games, et puis pour faire de la formation. Mais tu vas nous expliquer tout ça en détail avec plein d'exemples, et puis essayer d'illustrer tout ça. Avant de commencer, ce que je te propose tout simplement déjà, c'est de te présenter, de nous dire qui tu es. Bien sûr, avec plaisir Alexis. Je m'appelle Pierre Lacombe et je suis entrepreneur dans les jeux vidéo. Voilà une belle accroche. Mais surtout, moi j'adore. J'ai trois passions, c'est la technologie, l'entertainment et la pédagogie. Et comme j'ai eu un background à la fois dans la technologie, puisque j'ai fait un master à Centrale, Supélec en école d'ingénieur et qu'après j'ai travaillé dans les milieux des drones et des casques audio. J'ai voulu conserver en fait ce pouvoir qu'a la technologie d'apporter une vraie expérience interactive. Et je me suis dit que quand j'entreprendrais quelque chose, je le ferais par le prisme de la technologie qui permet de démocratiser énormément et notamment la création. Voilà. Et donc du coup, à un moment, quand je me suis dit qu'est-ce que je pourrais démocratiser comme création, qu'est-ce qui pourrait être super cool, et bien je me suis dit que je ferais quelque chose sans doute dans les jeux vidéo, dans l'interactivité. Et il se trouve que par le plus grand des hasards, j'ai débuté dans le doublage de films. Tu vois, donc complètement inattendu. Par exemple, j'ai doublé dans. Ah, Avant tes études, pendant tes études ou c'était pendant mes études. C'était pendant D'accord. mes études. J'ai eu la chance de rencontrer des directeurs de casting de doublage parce que je faisais de la radio aussi en étant étudiant. Par exemple, je suis tombé sur le film Harry Potter. Ça, c'était vraiment assez incroyable. Et d'autres Tu films. doublais qui dans Harry Potter? Je doublais Dean Thomas, le copain black de Harry Potter. Un Ok. petit Gryffondor, voilà. Donc Ok, c'était cool. c'était génial de pouvoir en fait être avec énormément de comédiens, énormément d'auteurs, puisqu'il y a beaucoup d'auteurs qui font toutes les traductions, qui adaptent le texte. Et en fait, je suis parti d'une certaine révolte, c'est-à-dire je me suis dit qu'il y avait finalement beaucoup beaucoup de talent en France. Et en fait, dans le milieu classique de la production audiovisuelle, finalement, en tout cas dans le doublage, ils étaient plutôt vers la fin. Et quand je rencontrais beaucoup d'auteurs, à chaque fois, ils me disaient, bah voilà, si je veux donner vie à mon histoire, c'est un peu compliqué. L'édito, faut trouver un éditeur. On est très mal payé et il n'y a pas énormément de chances de succès. Le film, on met 10 ans à se faire produire un film. Enfin, il y a un script sur 100 qui est adapté quand il n'est pas retransformé dans tous les sens. Et donc, du coup, je me suis dit, voilà, pour les créateurs, finalement, le jeu vidéo pourrait être quelque chose d'assez incroyable. Et donc, du coup, partant de ce constat-là, il était évident que il fallait se positionner parce que on dit jeu vidéo, mais finalement c'est comme le format vidéo. Tu as des vidéos YouTube, tu as des documentaires et tu as les films à 200 millions de dollars. Donc le format jeu vidéo, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait deux grands axes. Il y avait les jeux qui étaient très portés sur les game mechanics, donc par exemple faire un Monopoly, voilà, ou un Tetris, et des jeux qui étaient très portés sur la partie narrative. Et c'est là où
quand j'étais en pleine réflexion, je me suis remémoré un de mes meilleurs souvenirs d'enfance, de primaire, tu vois, comme quoi parfois se lancer Hmm. dans l'entrepreneuriat, ça remonte à loin. Enfin, les incentives sont loin. Je me suis remémoré que j'avais lu un livre dans lequel on pouvait faire des choix et changer la suite de l'histoire. Et ça, j'avais gardé ça dans un coin de ma tête et ça m'avait toujours marqué, mais j'avais jamais creusé. Et là, je me suis dit, mais attends, s'il est possible, en fait, de faire de l'interactivité sans technologie, si on arrive à amener des histoires interactives avec de la technologie, on va multiplier euh, la puissance créative. D'où l'idée de créer Celestory, le premier moteur de jeu narratif, voilà, sans coder. En tout cas, on a essayé de concevoir le meilleur. Il y a plein de moteurs de jeu, évidemment, qui existent, des très compliqués comme Unity, Unreal, où tu as besoin de coder, d'autres où tu as moins besoin de coder, comme Construct, par exemple. Puis tu en as où tu n'as pas du tout besoin de coder. Je prends le cas par exemple de Game Salad qui est très porté sur l'éducation ou Billbox qui est très porté sur les jeux en 3D. Et nous notre constat, en fait c'est assez rigolo parce que évidemment j'écoute le podcast de contournement et donc du coup nous on est un peu parti sans le vouloir un peu du même constat que Glide. C'est-à-dire que Glide, c'était finalement, on part d'une spreadsheet que les gens connaissent en entreprise pour les transformer en app. Et ben nous, on s'est dit, on va partir de ce que les gens savent le plus facilement concevoir. Et en fait, on sait le plus facilement concevoir une histoire et donc un côté Hmm. C'est narratif. vrai. Voilà. Et donc du coup, on s'est dit, bah faisons le meilleur outil de narration interactive. Voilà. Et c'est les Ouais, stories. c'est intéressant parce que donc, on va revenir en détail évidemment sur Cell Story, mais j'aime bien l'idée que le point de départ c'est les livres dont vous êtes le héros, ce que tu évoquais, ces livres où on fait soi-même l'histoire en faisant des choix, etc. Parce que c'est un peu là aussi la base de la programmation, quoi. C'est-à-dire qu'on fait dans la programmation quand on apprend, nous on apprend beaucoup. J'ai appris beaucoup à des gens à programmer et souvent on prend l'analogie de la recette de cuisine. Tu as plusieurs étapes et puis c'est comme une suite d'instructions. Mais en fait, je trouve que les livres dont vous êtes le héros, c'est aussi une bonne analogie puisque tu fais des choix et suivant ces choix, donc c'est vraiment l'instruction if, then, do this ou do that, et ben tu fais différentes actions et puis tu fais comme ça tout un parcours. Donc c'est assez rigolo et effectivement, c'est exactement ce que vous avez transposé dans l'outil que vous avez fait, quoi. Exactement. Et ce qui est incroyable, c'est que en plus d'offrir la capacité de créer, on a la capacité d'avoir un retour de notre audience de manière constante, de manière continue. Donc on peut étudier en fait quel est le comportement de nos utilisateurs en temps réel, puisque forcément pour accéder aux différents embranchements, ils vont changer des variables. Donc chaque action va avoir une influence sur une ou plusieurs variables. Par exemple, si je fais le choix d'être gentil, mon amitié avec telle personne bah, va augmenter. À l'inverse, ma réputation de mauvais garçon va diminuer, etc. Et qu'est-ce que ça va impliquer dans la suite de l'histoire? Et donc le fait de changer des variables à chaque fois potentiellement qu'on peut faire une action, bah, ça veut dire que ça aide finalement la personne à avoir un contenu qui est personnalisé. Donc c'est formidable de coécrire une histoire quand on est joueur et qu'on a envie de changer le destin des personnages. C'est formidable de pouvoir avoir un cours qui se personnalise, si on est plus dans un contenu pédagogique, un cours qui se personnalise finalement à notre niveau. Et pour le responsable, enfin pour le créateur justement de cette expérience de divertissement ou de formation, et ben lui il va pouvoir voir en temps réel quel est le comportement, quelles sont les multicausalités qui vont amener quelqu'un finalement d'un point A à un point B. Et ça, on l'a pas forcément dans tous les jeux, et c'est la beauté de des stories de pouvoir le proposer, mais finalement de manière très simple, puisque en fait ce sont des arborescences un peu comme des mind maps. Tout à fait. Alors attends, avant qu'on rentre justement
dans le détail, vraiment qu'on explique concrètement comment ça marche, parce que c'est un petit peu évoqué. J'ai deux questions. Une première petite question, mais juste par curiosité, est-ce que tu sais que tu avais fait des écoles d'ingénieur, mais est-ce que toi, tu sais développer, par exemple, tu parlais tout à l'heure de Unreal Engine, ça, est-ce que tu sais faire des jeux avec ces outils-là, par exemple, toi, déjà, en tant que... Non, 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 moi j'ai un profil totalement inverse. Je suis pas du tout développeur. J'ai commencé en fait en école d'ingénieur, en école de commerce, pardon, et ensuite j'ai fait une école d'ingénieur. Donc, vraiment pas du tout le comment dire le parcours classique. Et justement, moi j'ai plutôt étudié la narration et la capacité en fait de créer des histoires et le marketing, enfin le storytelling dans le marketing notamment pour euh, pour euh, pour partir de ce besoin-là. En fait, moi j'étais plutôt quelqu'un qui avait besoin de ce genre d'outils pour exprimer tout ce que je voulais exprimer, créer, donner la vie à des histoires, faire construire des équipes créatives. Je travaillais avec pas mal de comédiens et c'est vrai que comment on peut facilement donner vie à son histoire. Et en fait, on se rend compte que le jeu, bah, c'est extrêmement simple, facile et Mhm. rapide. Donc finalement, je suis parti plutôt du besoin. Ça se trouve de manière très égocentrique au départ. Non, mais c'est un petit peu là où je voulais en venir, justement, c'est pour ça que je posais la question. Savoir si, du coup, toi-même, t'avais créé un petit peu l'outil dont tu rêverais, quoi. Et je pense que c'est dans les startups, hein, on dit souvent voilà, qu'il faut résoudre un problème que l'on a soi-même, quoi. Si déjà on peut être client de son projet, c'est qu'on sait qu'il y a au moins, on résout un problème qu'au moins une personne a, quoi. Voilà, c'est Donc, ça. C'était au moins, je serais client de ma propre startup. Non, mais c'est surtout que je pense qu'on ne peut pas se lancer éperdument dans un projet de startup sans être passionné. Et moi, je suis passionné par ça, je continue de l'être, parce que c'est un outil qui permet de créer des histoires. Donc à partir de ce moment-là, l'outil est entièrement à disposition du message que vous voulez faire passer. Et une histoire ne ressemblera pas forcément à une histoire. Il y a des histoires depuis le début de l'humanité et ça se renouvelle. Vous allez beau voir un film au cinéma qui est un format vidéo, et ben ce même format peut être renouvelé de manière infinie. Et donc c'est cette beauté qui fait que je continue d'être passionné et je pense qu'il faut un peu l'être parce que il faut être un peu proche de sa cible. Si on fait une start-up ou un outil sur quelque chose qui nous plaît pas du tout, eh bien si on s'entoure pas aussi de gens qui sont passionnés par ça, on aura du mal à un moment à trouver l'énergie, le courage dans les montagnes bien sûr. de difficultés qui vont arriver, peut-être se relever ou voilà, là on est en pleine crise du coronavirus. Si vous faites pas quelque chose qui vous passionne à mort, ça peut être très compliqué. Ouais. On est d'accord. Euh, Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples avant qu'on se plonge un petit peu dans la création avec Celestory? Moi, j'aimerais avoir quelques exemples très concrets de ce qu'on peut faire, des exemples de jeux qui sont faits avec Celestory ou qui pourraient être faits avec Celestory. Bien sûr, alors en fait, il faut imaginer qu'un scénario interactif, c'est énormément utilisé dans plein comment dire, de diverses occasions. Et vous en avez certainement croisé sans même vous en rendre compte. Alors, on parlait effectivement des livres dont vous êtes le héros. Ça, c'est assez classique, on va dire, depuis les années 80. Donc, tu peux faire un livre dont vous êtes le héros, une sorte de livre à lecture enrichie dans Celestory, dans lequel tu peux mettre des médias, dans lequel tu peux mettre du son, tu peux mettre des animations, de bulles de chat, etc., etc. Ça sort après une application. Tu peux très bien créer un film interactif. Donc, par exemple, si vous avez déjà vu sur Netflix Black Mirror Bandersnatch, le film interactif, eh bien, on peut faire des films interactifs sur Celestory, dans lequel on va changer la suite de l'histoire. Si peut-être vous avez déjà été dans un contexte d'études dans lequel vous avez fait des simulations, ou peut-être dans un contexte de travail dans lequel vous avez fait des simulations, de sorte un peu de jeu de rôle. Par exemple, en école de commerce, il y a beaucoup de simulations de marché où on crée une entreprise, on fait des choix et chaque année on voit ce qui se passe. Là, pareil,
on peut créer ce genre de simulateur. C'est notamment très utilisé dans le monde de la formation. On appelle ça souvent des serious games. Et enfin, prenez le cas de nombreux assistants, des bots d'assistants. Souvent, dans des outils de no-code, vous allez croiser ce qu'on appelle des scénarios. Et en fait, ces scénarios, c'est Mmh. des scénarios à embranchement dans lesquels on va dire, OK, si l'utilisateur répond ça, puis il répond ça, alors à ce moment-là, je lui push telle notification ou tel message, etc. Et ben en fait, certains se servent de Celestory pour créer aussi des assistants, un peu comme si vous voulez des hotlines nouvelle génération. Voilà. Donc en fait, le spectre est assez grand de ce qu'on peut créer. Ouais, le dernier exemple que tu donnais, je trouve il est intéressant, parce que c'est vrai que les chatbots, bon, ça fait quelques années que c'est un petit peu à la mode, on en parle beaucoup, on en utilise plus ou moins, et ça c'est vrai que c'est typiquement un exemple de choses qu'on peut faire, puis c'est vraiment un scénario, le bot vous pose des questions, suivant ce que vous répondez, il vous en pose d'autres, et on a tout un parcours comme ça, et ça peut être, comme tu disais, pour de l'assistance, ça peut être pour, enfin, on peut imaginer pas mal de cas d'usage. Et moi je pense aussi à un jeu que j'avais joué, alors je suis pas un grand gamer, mais j'avais testé par exemple un jeu qui s'appelle Friendzone, Oui. où le jeu est de discuter avec quelqu'un et puis il y a toute une histoire qui n'est pas du tout ce qu'on pense et qui est assez génial. Et ça, c'est typiquement aussi le genre de choses qu'on pourrait faire avec Celestory, par exemple. Ah oui, alors si on parle des jeux, disons narratifs à base de choix, il y en a plein. On a écrit même un livre avec plusieurs studios, peut-être que vous connaissez, des studios qui s'appellent Telltale, ceux qui ont fait The Wolf Mhm. Among Us, The Walking Dead, Quantic Dream, ceux qui ont fait du coup Heavy Rain, Detroit Become Human, Life is Strange avec le studio Dontnod. Et en fait, je suis parti rencontrer tous ces créateurs-là. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, les scénarios interactifs dans les jeux, alors il y en a depuis très longtemps. Au départ, c'était juste les point and click, un peu à la Monkey Island, sans forcément avoir de branche narrative. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que on a eu des jeux à partir de 2013, notamment avec le jeu vidéo The Walking Dead, qui a fait 33 millions de ventes, donc deuxième jeu le plus vendu après GTA V. Faut voir la performance Ah ouais. de l'époque. C'est que on a impliqué finalement, on a mis de la morale dans ses choix. Et donc faire des jeux basés sur la morale, sur l'éthique, dans un contexte où il y a plein de jeux qui sont plutôt des jeux d'action, de mise en scène, bah, ça apporte une certaine fraîcheur. Et finalement, les jeux narratifs sont devenus un petit peu comme les films du festival Sundance entre deux blockbusters Marvel, finalement une sorte de respiration et aussi un moyen pour beaucoup de créateurs de parler de sujets bah, beaucoup plus touchy, sensibles, précis que ne pourrait pas se permettre un grand mastodonte du jeu vidéo parce que c'est plus accessible effectivement cette création. Et donc il y a des jeux en 3D qui sont incroyables comme par exemple Detroit Become Human, où vraiment les graphismes sont extrêmement léchés sur PlayStation 4 et sur PC, c'est incroyable. Vous avez des jeux bah, comme Friendzone, comme peut-être Lifeline, vous en avez peut-être entendu parler Mhm. sur mobile, Super jeu aussi, ouais. J'ai beaucoup aimé, ouais. il y a quelques années, voilà, où on contrôlait un petit astronaute et on lui donnait des indications. Peut-être que vous avez entendu parler du jeu Reigns aussi, ou Reigns Game of Thrones, puisqu'ils ont sorti une version Game of Thrones, où en fait, c'est un jeu de cartes, et donc c'est un jeu de cartes narratif où on fait des choix. Donc c'est un petit peu une histoire un peu procédurale, dans lequel on va dire, on va avoir des requêtes, des doléances en tant que seigneur, et on va dire oui ou non, et ça va changer des variables, et il faut équilibrer ces variables qui vont être l'armée, l'argent, le contentement de la population et la relation avec l'Église. Et donc du coup, tous ces jeux, en fait, ont non seulement eu du succès, mais amorcent une vague qui est aujourd'hui incroyable. Si par exemple, alors pardon parce que du coup on n'est pas, malheureusement on n'a pas la chance d'être des femmes, mais si vous êtes une femme, vous êtes sûrement targeté par de nombreuses publicités qui vous propose de rejoindre un jeu narratif un jeu narratif de drague. C'est les fameux dating games qu'on avait beaucoup dans les visual novels japonais. Et bien aujourd'hui, c'est devenu des jeux absolument incroyables dans lequel il y a des dizaines de milliers d'histoires. Voilà.
Et ça, c'est vraiment une tendance à la fois sur console, sur PC, mais aussi sur mobile, d'avoir les jeux narratifs qui explosent parce que le jeu vidéo, c'est le premier produit culturel du monde. Hmm. Donc si je résume, en gros, vous vous adressez aux créateurs de jeux narratifs, et à des gens qui voudraient aussi faire plutôt des serious games dans le cadre de formation et de choses comme ça, quoi. C'est un petit peu les deux axes Exactement. principaux. En fait, on s'adresse tout simplement à des auteurs qui voudraient faire des scénarios interactifs, soit de fiction, soit de formation. Et en fait, on a l'impression que c'est deux publics très différents, puisque on se dit a priori l'usage est différent, mais en fait, quand on se penche véritablement sur le contenu, on se rend compte qu'un très bon cours, s'il n'a pas de bon storytelling, eh ben, il peut être un peu ennuyeux. À l'inverse, si une bonne fiction ne nous apprend pas des choses, si les personnages n'ont pas d'expérience, n'apprennent pas de leurs actions, eh bien, on trouve ça aussi décevant. Et donc, en fait, finalement, c'est assez proche de vouloir à la fois mêler un côté expérience et un côté storytelling. Donc, nous, voilà, on va vraiment s'adresser à des auteurs de formation ou des auteurs de fiction qui voudraient proposer une expérience personnalisée. Ok. Et alors, rentrons dans le vif du sujet. Comment ça marche? Comment ça se passe? Par exemple, admettons, je suis un auteur, j'ai l'habitude d'écrire des histoires, des scripts, etc. Comment je me saisis de Celestory? Enfin, qu'est-ce que je vais faire dans Celestory? Alors, En essayant d'être un petit peu imagé, parce que c'est un outil qui est très très graphique. Moi, je l'ai testé un petit peu avant de faire ce podcast. Voilà, donc ton challenge, ça va être d'arriver à expliquer ça à l'audio sans image. Et ah, évidemment, je mettrai dans les notes de l'émission aussi des liens. Voilà, vous avez des vidéos un petit peu tutoriels, donc je mettrai des liens, mais voilà, il faut que tu expliques à l'oral, enfin à la voix. la voix, avec plaisir. Alors en fait, il suffit d'aller sur le site de Celestory, donc celestory.io. Voilà, vous pouvez aller dessus et sur ce site, vous allez pouvoir créer un compte. Donc très facilement, tout est en ligne, tout est dans le cloud, donc vous n'avez rien besoin d'installer. Ensuite, vous allez arriver sur une page d'exemple. Et cette page d'exemple va vous permettre directement de partir d'une interface prédéfinie. Donc l'interface prédéfinie, il y en a trois grandes. La première, c'est une interface qui simule en fait une messagerie. Donc c'est intéressant si vous voulez faire des bots, si vous voulez faire des jeux qui simulent une messagerie. Une interface qui est plutôt sur de la prose. Donc là, ça va être plus proche d'une maquette de livres, si vous voulez faire une sorte de lecture enrichie. Et enfin, vous avez une interface qui est plutôt centrée sur le côté visual novel, donc plutôt jeu vidéo avec des personnages et des fonds. Et en fait, alors il y a ces trois grands exemples. Après, il y en a plein d'autres que vous pouvez ouvrir et tester. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir rentrer dans un exemple. Vous allez pouvoir directement voir l'arborescence, donc finalement, comment est construit la structure narrative. En fait, sur cette arborescence, vous allez voir des petits blocs, un peu comme des petits blocs de Lego, qui sont reliés entre eux. Et ce qui est intéressant, c'est chaque petit bloc coloré va avoir une fonctionnalité précise. Donc, par exemple, on a le petit bloc start qui va lancer l'histoire. Ensuite, on va avoir des blocs d'alerte, par exemple, qui vont vous permettre d'afficher une notification. Des blocs de dialogue qui vont permettre de faire parler des personnages. Et puis après, bien sûr, il y a des blocs de choix qui vont vous permettre bien, de proposer une interaction aux joueurs. Et si par exemple, on a le choix A ou B, après, on peut relier le choix A à d'autres blocs de choix ou à d'autres blocs de dialogue. Et ainsi de suite, on va créer une véritable arborescence qui va se diversifier sous forme de branches. Et là où c'est très intéressant, c'est que justement, ce n'est pas quelque chose qui s'étend de manière infinie, c'est quelque chose qu'on va pouvoir reconnecter à des points communs. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire une histoire complètement infinie et d'offrir toutes les possibilités du monde, mais en fait, on va pouvoir tout simplement donner de la mémoire à l'expérience. Et donner de la mémoire des actions du joueur, pour ensuite permettre de revenir vers
une seule et même suite, quelles que soient les actions précédentes, mais se souvenir des actions, eh bien, ça va passer par ce qu'on appelle des variables. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Celestory, on va pouvoir très facilement prendre en main des variables qui peuvent être, par exemple, de type soit booléenne, soit numérique. Entre autres, booléenne, ça va être vrai, faux. Est-ce que vous avez fait cette action? Si vous faites le choix A, alors c'est vrai. Et donc, dans toute la suite de l'histoire, l'expérience sera que ce que vous avez fait précédemment sur cette variable est vrai. Peut-être que vous voulez des variables numériques. Faire le choix B va vous donner plus 2 points en orthographe, moins 3 en grammaire. Eh bien, on va s'en souvenir. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, du coup, sur ces stories, on va être capable de vraiment, en fait, créer son scénario. On va être capable de modéliser aussi sa logique, du coup, à travers les variables, un petit peu comme un professeur finalement pourrait s'adapter s'adapter à un niveau d'un élève ou un niveau d'un autre, parce que il aurait justement cette mémoire d'avoir déjà vécu l'expérience soit avec l'élève, soit avec un élève de même type, et donc du coup, il peut s'adapter. Il faut voir un petit peu le Celestory comme la création d'une sorte de soit de professeur particulier, soit de conteur un petit peu particulier, qui va permettre de suivre la personne dans le temps. Voilà, donc on crée son histoire comme ça, et puis après on va pouvoir rajouter, si on veut, ses propres fichiers, ses propres visuels, ses propres sons, et voilà, on aura créé son expérience qu'on pourra ensuite générer sous forme d'une application sans coder. Alors, moi, je peux faire un petit retour d'expérience, hein, justement, de ce que j'ai pris en main. J'étais un petit peu dérouté au début, parce que j'ai essayé de me jeter dedans, comme je fais toujours hein, quand je teste des outils, c'est-à-dire sans lire la documentation, un peu comme quand on était petit, quand on avait la cartouche d'un nouveau jeu, on lisait jamais le mode d'emploi, on mettait la cartouche direct, on commençait à jouer. Voilà, donc je me suis jeté dedans, et au début, j'ai eu un peu de mal, normal, hein, c'est pas... Mais en fait, assez vite, j'ai compris c'est le fonctionnement des blocs, et en fait, j'ai pu faire en, je sais pas, peut-être un quart d'heure, mon premier petit scénario, quelque chose d'extrêmement simple, mais avoir une succession de dialogues avec des questions. Puis c'est ce que je voulais faire, hein, je voulais essayer de faire un petit quiz pour intégrer dans nos formations, et j'ai pu le faire assez vite. Alors il y a la partie graphique sur laquelle je veux bien qu'on revienne, que t'expliques un petit peu comment fonctionnent les assets visuels, etc. Mais en termes de mise en place, donc on est vraiment sur de la programmation nodale, c'est-à-dire qu'on va placer des nœuds, vous appelez ça des blocs, mais bon, après c'est une question de mots, puis on les relie entre eux, quoi. Puis on a une succession comme ça de séquences, enfin de vraiment de ces blocs qui sont les nœuds et qu'on relie, ça, on peut les relier à différents autres nœuds. Si on a un choix, ça peut faire des embranchements et puis on peut revenir. Enfin, c'est vraiment très bien fait, c'est assez agréable à utiliser parce que les blocs, on peut les déplacer, on arrange un petit peu son espace de travail comme on le veut. Et c'est très différent des outils no-code que nous on utilise habituellement pour faire des sites web, des applications. Mais ça ressemble un peu. Moi, le seul exemple que j'avais testé comme ça avant dans un autre contexte, c'est Node-RED. Je sais pas si tu connais, enfin, qui permet de faire de la programmation visuelle, voilà, un petit peu comme ça. Ce qu'il y a en termes de programmation visuelle, il y a des outils qui sont un peu plus centrés dessus, mais même des gros moteurs de jeux vidéo, comme par exemple Unreal Engine, ont cette programmation nodale, ou ils appellent ça aussi le blueprint, qui est basé sur des scénarios interactifs. Dans le domaine de la narration, il y a des logiciels comme Twine, par exemple, qui permettent de faire cette visualisation en arborescence. En fait, ce qui est intéressant avec Celestory, c'est de se dire que une fois qu'on lit le premier tutoriel, ou même si on se jette dedans, on a certes un temps d'adaptation qui varie entre 15 minutes et un petit peu plus, mais une fois qu'on a compris les bases de comment marchait un petit bloc, vers quoi il pouvait renvoyer et comment on peut créer sa petite arborescence,
et ben en fait on a compris énormément de choses. Et donc en fait Exactement. Ouais. la Il y a courbe un petit d'apprentissage. déclic en fait qui vient après quelques essais et puis surtout en regardant les exemples, mais ça on va revenir dessus après. Oui, c'était pour nous c'était essentiel de pouvoir partir des exemples. C'est un peu comme Glide. Glide, il vous montre des exemples, ce qu'on peut faire avec, et après on a envie de trifouiller l'exemple. Et nous, on s'est dit, bah voilà, finalement, on va adapter la même stratégie. On va permettre aux gens de trifouiller directement les exemples, quitte à ce que justement ils soient un petit peu perdus, parce qu'il y a aussi le moyen. On peut aussi aller sur notre site. Il y a des tutoriels très très explicites avec toutes les images. Étape par étape. Il y a aussi des product tours qui vous montrent tout à droite à gauche. Il y a aussi le chat, etc. Donc il y a évidemment plein d'aides, mais on peut aussi trifouiller directement et c'est ça qui est intéressant. Moi, ce qui m'a pas mal aidé justement pour comprendre, après, je suis arrivé, j'ai essayé de faire les choses par moi-même, j'ai vu que j'y arrivais pas parce que ça s'invente pas. J'ai pris un exemple et je l'ai lu, donc j'ai appuyé sur le bouton play. Et ce qui est pas mal, c'est que comme c'est que des actions qui sont séquentielles, en fait, on voit très vite où on en est. D'ailleurs, donc quand on met play, quand on est dans le créateur, on a une petite fenêtre et on a un bouton qui permet de centrer sur le bloc qui est actuellement en cours de lecture. Donc c'est vraiment littéralement comme un debugger, on appellerait ça dans la programmation. Là c'est très visuel. Et en fait ça m'a permis très vite, en fait en faisant ça, je me suis dit j'aurais dû commencer par là au lieu de passer un quart d'heure à faire n'importe quoi comme un idiot. Et tout de suite en fait j'ai compris les choix, j'ai compris les changements de scène, enfin ces choses-là. Donc ça vraiment j'incite les gens qui voudraient tester, j'incite tout le monde à tester CS Story, mais vraiment à commencer par un exemple. Et j'ai l'impression que c'est vraiment comme ça que vous l'avez conçu, quoi. C'est-à-dire l'idée, c'est que les gens commencent peut-être par d'un exemple, en tout cas au début, plutôt que de partir vraiment d'un canevas complètement vierge, quoi. Oui, oui, parce que c'est plus simple, effectivement. On a plus tendance à s'y projeter parce qu'il y a non seulement, en fait, un exemple, c'est à la fois une interface, mais c'est aussi un contenu et c'est aussi des fichiers qui vont avec. Et c'est vrai que c'est Exactement, un, ça c'est important. Ouais. c'est un peu quand on vous donne une boîte de Lego, en fait. Quand on vous donne une boîte de Lego, bah, on vous donne des petits cubes en plastique, mais un, ils s'emboîtent les uns dans les autres, et puis deux, vous avez une petite thématique. Et cette petite thématique, eh ben, elle vous aide en même temps à construire de nouvelles choses. Et donc, partir vraiment de cet exemple, c'est intéressant. Effectivement, comme tu l'as dit, une fois que vous avez votre petit graphe, vous pouvez appuyer sur Play, et quand vous appuyez sur Play, vous avez instantanément la prévisualisation de l'utilisateur final qui va pouvoir jouer son scénario interactif. Donc sur la petite fenêtre, il y a une petite fenêtre dans laquelle il peut voir ça. Mais vous avez en plus une fenêtre de débogage, hein, c'est exactement ça, qui vous permet de voir exactement où vous en êtes. Donc au fur et à mesure que vous cliquez sur suivant, que faites avancer votre scénario interactif, vous allez pouvoir voir les petits blocs qui s'illuminent en fonction du passage du chemin Où vous en êtes. voilà, exactement où vous en êtes. Vous pouvez tout le temps revenir, rezoomer sur le bloc correspondant et vous pouvez voir vos variables en temps réel. Donc vous pouvez voir quel est comment dire le set de variables en cours du joueur. Et donc tout ça, évidemment, ça permet de mieux tester son projet parce que c'est comme dans tous les outils no code, il faut effectivement tester pour voir que ça marche. C'est ça. Après, je veux bien justement qu'après on revienne un petit peu sur le côté apprentissage et comment que tu donnes des conseils aux gens pour prendre en main Celestory. Mais avant ça, c'est vrai qu'il y a la partie graphique justement moi en fait ce qui m'a dérouté finalement, je m'en suis rendu compte après, c'est que quand je suis arrivé sur mon canevas vierge, parce que j'ai essayé de faire un truc from scratch, et ben j'avais aucun asset graphique. Et puis moi j'ai pas, du coup je sais pas dessiner, de toute façon j'avais pas de choses, donc je me suis retrouvé un petit peu bloqué. Et c'est là où j'ai doublement compris l'intérêt de l'exemple. C'est-à-dire que si je partais d'un exemple, et ben j'allais récupérer tous les assets graphiques, les images, donc notamment les fonds et les personnages. Et donc ça m'a permis, comme tu disais, j'ai choisi un thème, j'ai choisi les pirates par exemple, et puis du coup je me suis retrouvé tout de suite dans l'exemple que j'ai voulu prendre, avec des fonds sur un bateau, le personnage pirate en version content, pas content, etc. Et donc là tout de suite, j'ai pu m'approprier ça, et puis là j'ai plus eu qu'à me concentrer sur la partie programmation entre guillemets, enfin vraiment de concevoir mon quiz. Bah, c'est ça, c'est le cœur de Celestory, c'est vraiment concevoir sa structure de scénario interactif.
parce que évidemment, Celestory n'est pas un outil qui permet de créer des jeux vidéo en 3D ou des expériences en réalité virtuelle. C'est pas ça, c'est de dire je vais pouvoir prototyper, je vais pouvoir avancer, je vais pouvoir tester, je vais pouvoir faire tester aussi mon scénario interactif, ma logique. Et après, si je suis un indépendant, bah, je peux en sortir une application PC mobile ou web. Je peux la monétiser comme je veux, je peux la sortir en PWA, elle peut s'installer avec les fichiers hors ligne directement, soit via Chrome, soit via un OS mobile par exemple. Mais si je fais partie d'une équipe plus importante, par exemple une équipe de jeux vidéo ou une équipe de formation, ou par exemple je veux créer du team building ou des choses comme ça, bah, à ce moment-là, j'ai besoin de Stay Story pour la conceptualisation. Mais après, si je veux utiliser un autre outil qui va pouvoir lire ce scénario interactif, je peux le faire aussi. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on s'adresse à la fois à des gens qui sont dans des grosses équipes et qui veulent pouvoir être indépendants, qui veulent pouvoir ne rien avoir à installer, pouvoir partager leur contenu, par exemple en tant que responsable de formation avec tous les autres responsables de formation, sans avoir à rien installer et en étant indépendant. Et en même temps, ça permet à des gens voilà, qui sont indépendants par nature, des créatifs, comment dire, en solo, bah, de pouvoir faire un projet et de pouvoir le monétiser et le vendre, soit sur les App Store en grand public, soit en B2B directement pour les professionnels. Ouais, justement sur cette partie-là, la distribution, donc tu disais donc il y a un moyen de packager vraiment son application. Mmh. Et après je gère moi-même, par exemple, une fois que j'ai fini mon jeu, je peux récupérer un package que je vais ensuite déployer sur les stores. Mmh. Exactement, en Et fait, ouais, pardon, ouais, je t'en vas-y, prie. vas-y. Non, non, bah je te laisse justement élaborer un petit peu là-dessus pour concrètement que les gens comprennent ce qu'ils vont pouvoir faire derrière. Alors une fois que vous avez votre scénario interactif qui est prêt, une fois que vous êtes content du côté visualisation, que vous vouliez partir des assets, enfin des ressources graphiques à disposition ou que vous vouliez importer vos propres ressources graphiques, eh bien vous pouvez générer votre application. Alors générer son application, ça va dépendre en fait du marché qu'on cible. Si on cible plutôt le marché B2C, donc plutôt les grands consommateurs, on va choisir soit de faire son application payante, soit de faire son application gratuite avec de la pub, soit entièrement gratuite. Si on, par exemple, on veut plutôt sensibiliser le public. Et après, on va choisir sa plateforme. Donc, ça peut être vers un App Store, ça peut être directement en HTML5 et l'envoyer sur son propre serveur. Ou sur des plateformes comme itch.io qui sont gratuites aussi. Et on peut l'installer en tant que PWA. Donc ça c'est important, ça va permettre de distribuer son application en un lien et pouf après on peut l'installer et y avoir accès hors ligne sur PC, Mac ou sur mobile. Et enfin on peut générer ça sous forme d'application vraiment Windows par exemple pour le mettre sur des stores si on veut le faire payant comme Steam par exemple ou autre. Donc en fait on a les moyens de partager assez facilement. Ce qu'il faut, c'est choisir quelle est la meilleure plateforme, quelle est la meilleure solution de distribution par rapport au public qu'on veut cibler. Et moi, ce qui me plaît aussi, c'est que, sans trop rentrer dans la technique, mais les technologies qui sont en dessous que vous utilisez, c'est que des technologies web. Donc là, une application, fondamentalement, enfin un jeu Celestory, c'est fondamentalement du HTML, du CSS et du JavaScript. Et puis ensuite, on peut le packager, comme tu disais, dans un exécutable pour Windows, dans une application mobile. Mais c'est ça qui permet aussi, je pense, cette richesse, quoi. Oui, tout de suite, on a fait des choix stratégiques qui étaient clés, de passer tout dans le cloud, de passer vraiment tout dans des technologies web, parce que c'est l'avenir, parce que si vous avez déjà essayé de créer un compte développeur Apple et de publier sur iOS ou sur macOS votre application, c'est pas évident.
Si vous essayez d'installer des applications dans le domaine professionnel, parfois vous n'avez pas forcément accès à l'installation de programmes sur votre ordi pro, et donc le fait de passer par des technologies web, bah, ça, on enlève tous ces problèmes-là, on les contourne du coup astucieusement, Mhm. et ça permet de toucher beaucoup plus de monde. Et je pense effectivement que c'est l'avenir, et quand on voit ce que permet de faire par exemple les PWA, et qu'on finalement on n'installe rien, mais il y a quand même marqué le mot installer, et on peut quand même avoir l'application hors ligne, Mhm. on se dit que on est sur des progrès en termes de distribution qui sont assez incroyables. Ouais, ça c'est vrai que c'est important à souligner parce que les gens souvent, nous on a des clients qui viennent et qui sont là, oui, je veux mon application sur le store, etc. Et nous on souligne toujours l'intérêt de faire un site, quoi, de distribuer par les moyens ouverts, gratuits qu'on a aujourd'hui, qui sont les sites web, le web en général, et que mettre une application sur un store, très franchement, au-delà du fait que c'est compliqué, que ça coûte, il faut pas oublier que en plus 30% au moins de ces recettes va aller à Apple, et en plus que ça, on va être noyé dans la masse des applications. Alors je pense que les gens espèrent que leur jeu va être un grand succès, et donc effectivement sur les stores, quand on est un succès, on est encore plus un succès. C'est une espèce de mécanique. Quand on est dans le top 10, ben, on gagne de plus en plus d'utilisateurs et de gens. Mais pour en arriver là, c'est très très peu de gens y arrivent. Donc je pense que se concentrer sur des stratégies d'acquisition plus simples autour de distribuer par le web sous forme de PWA comme tu dis, à mon avis, c'est des choses qui sont vachement plus intéressantes, quoi. Et surtout qu'en plus, votre application, elle est tout le temps à jour. C'est-à-dire que si vous faites une mise à jour sur l'App Store, par exemple, de votre application, bah, votre application, elle va devoir être review par quelqu'un qui, ça se trouve, ne parle pas du tout français, n'est même pas d'un pays proche ou d'une culture proche de la vôtre. Donc ça se trouve, il ne peut même pas lire l'intégralité de votre contenu d'application. Et ça se trouve, votre application peut être refusée. Et nous, on a vu plusieurs Mmh. créateurs de jeux, ils sont fait refuser leur mise à jour par Apple, alors que ils auraient pu la publier en un clic avec des technologies web. Donc forcément, d'avoir quelque chose toujours à jour, partageable en un lien, sans aucune installation effective, donc ça prend pas de place sur votre device, et en plus c'est responsive, donc vous pouvez partir c'est cross device également. C'est assez intéressant. Ouais. Mmh. Ah, tout à fait. Alors, on va pas bientôt finir, mais avant, j'aimerais que tu nous donnes justement quelques conseils sur comment apprendre à utiliser Celestory. Qu'est-ce que vous avez comme contenu, comme petite technique? On a parlé de partir d'un exemple. Enfin, voilà. C'est un petit peu. Alors les petits tips, c'est déjà de effectivement partir d'un exemple, mais de penser surtout la fin de son scénario interactif, de se dire vers où je veux emmener la personne. Quels sont les Hmm. différents cas finaux que je veux avoir. Par exemple, quels sont les différents niveaux de mon cours que je voudrais atteindre. Quelles sont les différentes fins de l'histoire que je voudrais atteindre. Quels sont les différents produits vers lesquels je veux guider ou pack de produits vers lequel je vais guider mon client. Et ça, c'est très important de partir de la fin, parce que ça va vous permettre ensuite de faire machine arrière et de se dire fondamentalement quels sont les grands aiguillages qui vont faire une différenciation entre telle ou telle fin à un moment donné. Et au fur et à mesure que vous revenez en arrière, vous allez évidemment revenir au petit bloc de start, et en fait vous aurez déjà le squelette de votre scénario interactif, le squelette de votre arborescence. Et ça, c'est essentiel de commencer Hmm. comme ça, parce que ça permet de bien se projeter. Et après, bah, comme n'importe quelle construction artistique, on commence toujours par un squelette, et puis après, petit à petit, on construit les branches au fur et à mesure. Et ce qui est bien, c'est que justement dans Celestory, vous pouvez partager votre graphe, votre scénario interactif, et vous pouvez proposer à d'autres personnes de le tester et de laisser des commentaires. Et si vous voulez, vous pouvez même le publier de manière privée,
et vous pouvez mettre des petits marqueurs pour faire remonter de la donnée et se dire ah bah tiens, je vois que 70% des gens ont fait ce choix-là. Ah, je vois que les gens qui ont fait ce choix puis ce choix, finalement, il y en a beaucoup qui font ce choix-là après. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir effectivement découvrir des comportements au sein de son audience sur finalement un simulateur qu'on a créé. Et ça, pour plein de choses, c'est vraiment intéressant de pouvoir se projeter et d'avoir les retours Hmm. aussi de ces utilisateurs en continu. Ça, je pense que c'est vraiment un conseil qui est essentiel et que, enfin, nous, on insiste toujours là-dessus, la préparation, que ce soit pour un jeu ou pour un site web, pour un projet, comme tu disais, artistique, ou j'ai envie de dire numérique, peut-être tous les projets, hein. Faut pas se jeter bille en tête dans l'outil. C'est vrai que nous, on parle beaucoup d'outils dans ce podcast, etc., mais on n'insiste jamais assez sur le côté préparer ce que vous allez faire, et il y a une idée quand même un petit peu de ce sur quoi vous allez aller. Noam insistait là-dessus, par exemple, dans l'épisode sur Airtable. Voilà, Airtable, c'est pas magique non plus. Il faut d'abord réfléchir comment on veut designer sa base de données avant d'aller dans l'outil, cliquer partout, quoi. Et là, je pense que c'est très important ce que tu dis aussi sur Celestory, quoi. Exactement. Ouais, non, bon, ok. Et donc, bah, c'est très bien. J'ai vu, que vous avez pas mal de contenu un peu dans le côté académie ou des tutos pour rentrer dans le produit, dans l'outil. Et puis voilà, comme je disais, moi je pense que les exemples, il y a énormément d'exemples, hein, ça j'insiste quand même là-dessus. Et puis je vois en plus c'est sympa, vous reproduisez des choses qui existent. Il y a Man vs Wild, enfin j'aime bien un peu l'idée aussi de reproduire des choses qu'on a pu voir et comprendre comment tout ça fonctionne. Ça illustre vachement bien en fait. C'est-à-dire que ok, ce que j'ai testé dans Netflix, bah je peux faire aussi la même chose. Cette mécanique, elle est accessible et finalement, ça insiste encore une fois un petit peu sur le contenu. C'est-à-dire que c'est toujours le contenu aussi qui est important. Bah oui, c'est clair, c'est comme des outils de no-code qui vous permettent de faire un clone de Twitter ou faire un clone d'Airbnb. Quand vous ouvrez ce clone et d'un côté, vous avez véritablement la structure qui se visualise, vous dites ah oui, mais oui, bien sûr, c'est comme ça que ça marche. Et c'est vrai que autant on aime donner des exemples, voilà, qui sont plutôt créatifs ou plutôt de situations, notamment dans le cadre de la formation, autant on aime aussi donner des exemples comment dire, très connus. Je parlais effectivement de Black Mirror ou de Livre dont vous êtes le héros. Et ce qui est intéressant, c'est que on est aussi la plateforme sur laquelle on peut pour la première fois voir ces scénarios interactifs de manière complète, puisque Netflix vous permet pas de faire ça. Et donc il y a toujours, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours des gens sur Internet qui font des mind maps en se disant ah bah tiens je vais reproduire tous les choix de ce jeu, ou un peu comme on avait Hmm. dans les jeux vidéo les gens qui faisaient les solus, voilà. Donc ils Ouais. essaient de tout mettre sur papier. Et enfin, on peut non seulement visualiser ça de manière interactive, mais aussi on peut partir de cette base pour ensuite créer son propre sa propre expérience. Et c'est vrai que partir de l'exemple, finalement, c'est ce qu'on fait depuis qu'on est tout petit. On apprend par le jeu et on apprend de manière très empirique. Et c'est ce qu'on a essayé de reproduire dans Celestory. Ok, bah écoute, super, vraiment un super outil. Donc j'espère que beaucoup de gens vont l'utiliser, qu'il va y avoir plein de jeux auxquels on va pouvoir jouer derrière. Du coup, j'ai hâte de voir ça aussi, même un peu dans la communauté de contournement, voir les gens qui vont s'en saisir et qui vont partager des jeux. Donc ça va être chouette. Euh, J'avais juste deux petites dernières questions un petit peu plus larges. Euh, Vous, au niveau de l'équipe, enfin nous, j'aime bien toujours aussi un petit peu avoir la backstory des projets, des startups. Vous, est-ce que déjà combien vous êtes, comment est-ce que un petit peu vous fonctionnez, est-ce que vous utilisez des outils no-code dans votre équipe, peut-être pour le fonctionnement, enfin en dehors Oui, aussi juste du développement de l'outil en lui-même. oui, oui. Alors nous, on est cinq dans la core team, principalement développeurs. Euh, et après, on travaille avec une galaxie d'auteurs, d'illustrateurs, d'ingénieurs pédagogiques qui nous aident vraiment en faisant du contenu. On a été en bêta pendant très longtemps. Et donc, ils nous aident à faire du contenu et à améliorer puisque c'est finalement un outil,
en l'utilisant qu'on apprend bien à le peaufiner. Et, euh, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, le no-code nous permet nous d'être beaucoup plus efficaces. Par exemple, on va utiliser des outils comme par exemple Intercom, qui est notre petit bot d'assistance. Eh bien, Mhm. je te parlais tout à l'heure du fait de pouvoir créer des bots d'assistance sur Celestory. Dans Intercom, il y a un petit outil qui s'appelle les custom bots, dans lequel si vous appuyez sur le petit chatbot en bas à droite, vous pouvez avoir quelqu'un de l'équipe qui vous répond. Mais s'il y a personne, vous avez quand même accès à un bot automatisé, un peu comme sur Messenger. Et ben, ce qui est Mhm. très intéressant, c'est que non seulement on utilise ces outils, ce qui nous fait gagner du temps et améliore l'expérience utilisateur, mais en plus, ce petit bot, eh ben, on devait le concevoir brique par brique, dire si vous faites le choix A, alors vous pouvez aller vers B ou C, etc. Et en fait, avec Celestory, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'outils, comme je le disais tout à l'heure, qui utilisent les scénarios interactifs ou d'autres Mhm. comme ActiveCampaign, par exemple, ou même Prospecting pour faire du prospect sur LinkedIn. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir ces outils-là. Finalement, utiliser Celestory, ça nous permet de les utiliser encore plus facilement. Avoir la connaissance d'un outil no-code permet de renforcer un apprentissage encore plus rapide sur d'autres outils. Donc finalement, on se rend compte que c'est assez, enfin, c'est un cercle un peu vertueux, le no-code. Ouais, bah ouais, non, tout à fait. Est-ce que tu as des conseils éventuellement pour des entrepreneurs, un peu par rapport à votre expérience? C'est toujours intéressant. J'aime bien un petit peu les gens qui partagent aussi un petit peu ça. Tu veux dire pour des entrepreneurs qui seraient indépendants, qui Des, voudraient se lancer dans le no-code ou en général des entrepreneurs? oui, qui voudraient se lancer, qui voudraient lancer des idées de start-up ou pourquoi pas de jeux d'ailleurs aussi, hein. Alors oui, bien sûr, ce qu'il faut, c'est vraiment, je pense, bien étudier votre cible. Il y a quelque chose qui nous a beaucoup aidé qui s'appelle la Business Value Proposition. Il y a aussi la Customer Value Proposition, qui est un outil qui vous permet de recentrer sur finalement quels sont les gains que vont avoir votre public, votre cible avec votre offre, et quels sont les pains desquels vous allez les relever. Et c'est assez intéressant de se dire que parfois on suppose des choses sur notre cible et qu'en allant les interviewer, on se rend compte de choses totalement différentes. Donc, comme vous allez pivoter plein de fois, comme vous allez sans doute changer d'avis ou changer d'approche ou faire de l'A/B testing sur votre message, donc tester de manière très répartie différents messages, eh bien, le meilleur moyen, je pense, c'est vraiment d'avoir un maximum de retours utilisateurs, étudier votre cible, échanger avec, et si possible, faites semblant de faire payer, faites semblant d'être prêt. Vous allez Mhm. voir que il y a des gens, si par exemple vous cliquez sur il y a ça beaucoup par exemple dans les jeux vidéo, vous cliquez sur la suite du jeu et hop, un moment on vous dit ah bah non désolé c'est plus possible Mhm. mettez de Forcément. l'argent voilà ou en fait le jeu sera disponible plus tard, etc. Mais ça c'est pas grave du tout de donner quelque chose qui n'est pas forcément complet. Ce qu'on a vu de dingue dans les jeux mais aussi dans les expériences comment dire faites à partir du no-code, c'est qu'il y a de plus en plus d'itérations. Et ce qui est incroyable, c'est que les gens l'acceptent très facilement. Si vous lancez un produit et qu'il n'est pas du tout complet, qu'il est très simple et que finalement votre expérience elle ne dure que 5 ou 10 minutes et que vous la faites évoluer, et ben finalement vous créez une sorte de longue traîne de gens qui arrêtent pas d'en parler, de gens qui arrêtent pas de parler du fait qu'il y ait de nouvelles mises à jour et qu'il y ait de nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Et comme ça, vous allez vous créer une communauté de testeurs et d'ambassadeurs. Donc, je pense que vraiment se lancer le plus vite, avoir le plus vite des retours positifs ou négatifs, ça vous permet de vous réorienter et de vous dire OK, je veux finalement, c'est ce qui me plaît, c'est ce que j'ai envie de faire, mais peut-être que
en changeant légèrement mon message, je serais beaucoup plus efficace, ou en m'adressant plutôt à cette cible, je serais plus efficace. Nous, par exemple, sur Celestory, à la base, on pensait pas du tout que le milieu de la formation serait intéressé par justement de la scénarisation Mhm. interactive, de l'adaptation, etc. Et après, en parlant à des professeurs, ils nous ont dit, mais le rêve d'un professeur, c'est au contraire de pouvoir faire en sorte que chacun ait un cours personnalisé et que chacun ait une courbe d'apprentissage finalement maximisée. Et parfois, voilà, on se déverrouille nous-mêmes et ça nous permet d'avancer plus vite. Ok, excellent, excellent, très bon, très très bon conseil. C'est chouette de savoir un peu comment vous avez procédé aussi. Et ben j'ai une dernière question qu'on pose dans tous les épisodes, tous les gens qu'on interviewe. Euh, Si toi t'avais un side project, je sais pas, peut-être que t'en as un, de jeu éventuellement, hein, à construire avec des outils no code ou avec Celestory, qu'est-ce que ça serait? Ah, qu'est-ce que ça serait? C'est une très bonne question. Moi, je pense que, enfin, j'ai quelques pistes, effectivement, de jeux notamment, mais je pense que ça serait un jeu pour découvrir l'histoire. Voilà, ça c'est quelque chose qui me passionne et je pense que l'apprentissage par le jeu est encore à son balbutiement et qu'on arrivera de plus en plus à de la pédagogie interactive et gamifiée. Donc moi, je pense que je ferais un jeu effectivement dans lequel on pourrait voyager entre les différentes époques, parler à un petit peu comme le jeu vidéo Assassin's Creed, ils ont fait une version Discovery Tour dans lequel on peut se promener dans le jeu sans forcément combattre, mais juste en parlant. Par exemple avec des Romains, des Égyptiens, des Grecs et pouvoir en apprendre plus là-dessus en expérimentant finalement. Et je pense que je ferais bien un projet comme ça dans les mois à venir. Voilà. Ok, super. J'ai oublié de te demander un petit peu, c'était quoi les prochaines étapes pour vous là pour Celestory, les prochaines fonctionnalités, le lancement, tout ça. Alors, bah, le lancement, en fait, devait se passer dans un salon de jeux vidéo et d'interactivité à San Francisco. Il y a 2 semaines. Autant te dire que le coronavirus étant arrivé il y a 2 semaines, on a dû se faire rapatrier d'urgence, donc on a changé un peu nos plans. Non, là, les prochaines étapes, c'est vraiment sur la construction de la communauté, le mettre dans les mains d'un maximum de personnes. C'est les stories, c'est gratuit, donc évidemment, il y a des plans payants ensuite si on veut développer de nouvelles fonctionnalités ou augmenter ce quota. Mais ce qui est intéressant, c'est que on permet de créer une application et la monétiser facilement. Donc à nous vraiment de trouver peut-être des influenceurs, des gens qui vont pouvoir être ambassadeurs euh, Hmm. de leur communauté et créer des choses incroyables. On a vu des outils qui étaient un peu dingues, comme Billbox, comme Dreams aussi, qui est un jeu sur PS4 pour ceux qui connaissent, qui sont faits par les créateurs de Little Big Planet. Et on voit des choses absolument incroyables se lancer, ou même Super Mario Maker, si vous voyez des gens recréer des calculatrices dans les niveaux de Super Mario, c'est assez bluffant. Et donc du coup, Hmm. je pense que voilà, construire cette communauté et permettre à des gens de vraiment se lancer passionnément dans un projet, que ce soit un projet entrepreneurial pour faire du business, ou que ce soit juste un projet pour partager leur expérience, ça va être la plus belle des étapes et finalement la plus excitante à venir. Voilà. Hmm. Ouais, j'imagine, ouais. Moi, j'attends avec impatience un jeu de Fibre Tigre. Je l'ai Ah, dit la dernière ah fois. oui, oui, c'est Voilà. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, Alors, il faut que je, tu le convainques. et si tu veux, je peux te donner une petite exclusivité Ah ouais. pour le podcast. Out There Chronicles est fait avec Celestory, est utilisé et Out There Chronicles, pour ceux qui ne connaisseraient pas, c'est une sorte d'histoire sous forme de space opéra écrit par Fibre Tigre. Donc, si vous voulez aller voir ça, vous pouvez regarder sur les App Store et Ok, super. il y aura bientôt un nouveau volet qui va sortir. Donc voilà, patience, patience. Il y a un très beau Ok, projet Celestory qui est en cours. Voilà. super. Bah, merci pour cette info exclusive. Et ben, on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour ton temps, Pierre. Et puis, à très bientôt, j'espère. Bah, merci à toi Alexis et bon courage à tous les Salut. no-codeurs. Salut. Merci.